En introduction, donc j'ai 4 pouvoirs qui me sont parvenus. Marilyn Héron donne pouvoir à Sébastien Fagnan. Barzine Boniadi donne pouvoir à Lydia Thiolan. Claudie Launois, qui est souffrante, donne pouvoir à Guylaine Godin. Et j'ai cru comprendre que Cyril Bourdon également est souffrant, donc donne pouvoir à Daniel Cuny. On va souhaiter à nos 2 conseillers municipaux un prompt rétablissement. En ce qui concerne l'ordre du jour, je vous prie de nous excuser, mais le compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal n'a pas été rédigé dans sa totalité. C'était le 27 novembre dernier, donc on aura l'occasion de l'approuver lors de notre prochaine séance. On parlera de la date, de voir si, quelle est la date la plus optimale pour notre prochaine séance du conseil municipal. Simplement, en propos liminaire, un rapide propos. Monsieur Marguerite, vous avez demandé également la parole, je vous la donnerai tout à l'heure. Donc c'est notre dernier conseil de l'année 2014, un conseil qui sera notamment, pas que cela, mais notamment consacré bien évidemment au budget de l'année 2015, qui va traduire les orientations budgétaires sur lesquelles nous avions débattu il y a maintenant 3 semaines. L'heure n'est pas au bilan, bien évidemment, mais nous avons, si on peut le souligner, en 2014, beaucoup inauguré, que ce soit bien évidemment des équipements, la salle Marcel Arnaud, les vestiaires de la Manisserie, le bureau du port, mais aussi, et ce qui est important, nous avons inauguré des espaces publics, les jardins de la Divette, l'esplanade de la Laïcité, la place de Gaulle, le skatepark. Donc, ce qui veut dire en clair que notre ville, eh bien oui, elle se transforme. Et je peux dire qu'en cette fin d'année, on commence à en récolter les fruits. Les premiers fruits du fait, tout simplement parce qu'il y a eu au départ une volonté politique de moderniser, de transformer, de changer l'image de notre ville, et cela à travers les espaces publics, et on voit très bien le rendu à l'heure actuelle de la place de Gaulle. Mais il y a aussi une volonté de créer des outils communs, des outils qui puissent fédérer les forces vives d'un territoire. Je pense notamment à l'Office du commerce et de l'artisanat. Et puis il faut le reconnaître aussi, un dynamisme de nos acteurs socio-économiques qui ont envie de prendre en main leur propre destin, et on ne peut que s'en féliciter. Et à ce titre, d'ailleurs, on peut constater que les animations de Noël qui se déroulent à l'heure actuelle sur la place de Gaulle sont un véritable succès, et elles font de notre ville la capitale du Cotentin, et elles démontrent que donc nous sommes en capacité de rayonner sur notre bassin de vie et que nous renforçons ainsi notre attractivité. Nous le faisons déjà dans le domaine culturel avec la programmation de nos équipements. Nous l'avons fait dans le domaine social avec l'organisation de larges forums, notamment Sentez-vous bien, qui a lui aussi drainé au-delà des simples limites municipales, qui montre bien que nous renforçons notre attractivité. Ce que je veux dire, c'est que c'est le fruit, bien évidemment, d'une volonté collective, et je tiens ici, notamment pour les animations de Noël, et nous les accompagnons financièrement, et nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en délibérer tout à l'heure, à remercier et à féliciter plus particulièrement l'association Union Cherbourg Commerce pour son dynamisme. Et je pense que tout le monde s'associe bien évidemment à ces félicitations pour saluer donc les actions et les animations de Noël, pour lesquelles nous, au niveau de la ville, on aura l'occasion d'y revenir, nous prenons une large part. Voilà ce que je voulais dire en préambule avant d'attaquer l'ordre du jour de notre conseil. Monsieur Marguerite, je vais vous laisser la parole pour une déclaration liminaire. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. C'est un conseil qui est assez technique. Il y a de nombreuses délibérations qui ne supposeront pas de prise de parole de notre part aujourd'hui, compte tenu de leur caractère technique et puis de l'absence de point d'achoppement. Donc, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée avec ces quelques propos liminaires pour 3 séries de remarques. D'abord, je voudrais m'associer à ce que vous venez de dire sur les commerçants et sur le dynamisme de notre centre-ville retrouvé grâce aux commerçants. J'insiste bien sur le grâce aux commerçants, et notamment à l'association, à l'Union Cherbourg Commerce, à l'UCC, qui a pris des initiatives heureuses et qui contribuent à animer notre ville. Et je souhaite que notre groupe s'associe à ces félicitations, s'associe à ces encouragements de réussir ainsi
à avoir redonné à notre centre-ville son éclat le temps des fêtes. Je voudrais en particulier d'ailleurs saluer le succès de la patinoire qui a été mise en place par les commerçants. Ce succès est absolument incontestable. Il démontre, s'il en était besoin, que le Cotentin a besoin de cet équipement, que les habitants du Cotentin se sont appropriés cet équipement, bien que temporaire, dans des proportions qui ont dépassé, je crois, ce que chacune et chacun d'entre nous avait imaginé. Et donc, je souhaite insister là-dessus, parce que d'une certaine manière, cela conforte ce que nous avons toujours dit, ce que nous disons encore aujourd'hui. Et nous avions un débat au dernier conseil avec le président Benoît Rivet sur la notion d'animation ou d'attractivité. Ce débat est un petit peu théorique, puisque, à mon sens, une ville animée est une ville attractive. L'inverse étant vrai également. Et je crois qu'on voit aussi aujourd'hui, à la façon dont les Cherbourgeois octevillais et que les habitants du Cotentin s'approprient cette patinoire, qu'en effet, nous avons ici un besoin d'un équipement structurant. Et je voudrais insister vraiment sur ce point et remercier les commerçants. Le deuxième point, je vous rassure, je n'ai pas l'intention de refaire le débat de la passerelle du dernier conseil. En plus, nous aurons une nouvelle fenêtre pour en parler lundi prochain au conseil de communauté urbaine. Mais je voudrais simplement saluer la mobilisation des Cherbourgeois octevillais à nos côtés dans ce combat contre cet investissement qui relève, nous le disions, de la folie budgétaire. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, comme nous l'annoncions la dernière fois, des initiatives notamment sur les réseaux sociaux, sur une pétition qui circule, une pétition d'ailleurs qui va au-delà du simple refus de la passerelle. C'est une pétition qui demande finalement à ce que la démocratie locale puisse s'exprimer, puisque sur cet enjeu aussi essentiel, nous demandons un référendum local. Nous pensons en effet que le référendum local permettrait de sortir de la crispation qui est celle de notre ville aujourd'hui sur un sujet qui n'a pas été tranché au moment des élections municipales. Il n'a pas été tranché, je le dis bien, puisque nous étions sur un projet à 2 200 000, éventuellement 3 millions, mais en aucun cas à plus de 4 millions d'euros, et que cet engagement financier qui permettrait d'engager bien des investissements, de réaliser une diminution de la charge fiscale qui pèse sur les Cherbourgeois octevillais, eh bien, nous considérons qu'il relève de la folie budgétaire et nous voulons dire qu'il reste très peu de temps pour accroître cette mobilisation. Les Cherbourgeois octevillais ont très peu de temps puisque si vous n'entendez pas cette contestation qui monte, alors les travaux vont commencer de façon imminente et il sera alors trop tard. Alors nous voulons leur dire par ce conseil et l'occasion qui nous est donnée de continuer à nos côtés, de se mobiliser pour exiger un référendum local. Et je ne vois d'ailleurs pas sur quels arguments on peut décemment s'opposer à un référendum local sur un sujet aussi essentiel, aussi structurant, qui concerne notre avenir à tous. Et bien sûr, si les Cherbourgeois octevillais venaient à répondre oui, ce qui m'étonnerait beaucoup, nous accepterions bien volontiers la décision qui serait la leur. Le dernier point, monsieur le maire, c'est de vous faire une proposition. Notre groupe d'opposition est également un groupe constructif qui souhaite faire des propositions. Nous en ferons tout à l'heure à l'occasion du vote du budget. Je voudrais faire une proposition qui est inspirée d'une collectivité qui ne partage pas notre sensibilité politique volontairement. Et qui non seulement ne partage pas notre sensibilité politique, mais qui est gérée par une personnalité dont on peut dire que son opposition à notre égard est parfois virulente, pour ne pas dire à certains égards hystérique à la communauté urbaine. Je pense à Équeurdreville. En effet, le maire d'Équeurdreville a pris une initiative qui va dans le bon sens et c'est une initiative que nous avions encouragée. Je souhaite la saluer et je souhaite qu'elle puisse vous inspirer. Monsieur le maire, de quoi s'agit-il ? En avril dernier, lorsque M. Cauvin a été reconduit dans ses fonctions, il a décidé de baisser les indemnités de 10% pour les maires, les adjoints et les conseillers délégués. Il a pris cette initiative, alors peut-être que certains dans votre majorité désapprouvent ce qu'a fait Bernard Cauvin. Je considère de mon côté que sur ce point, et sur ce point seulement, Bernard Cauvin a eu raison. Cette baisse des indemnités, vous allez dire, elle est symbolique. Aujourd'hui, et on l'a vu dans le dernier conseil, dans les comptes rendus qui a été celui de la presse hier, cet argent, ça consiste par exemple à 15 000 euros. 15 000 euros, ça ferait beaucoup plus pour Cherbourg, mais 15 000 euros qui ont été affectés à une association, tout simplement. Alors on peut dire que les économies sont symboliques, que cette aide de 15 000 euros est symbolique, elle ne l'est pas à notre sens, notamment quand on le verra dans le budget. Vous coupez les subventions d'un certain nombre d'associations, d'une association en particulier. Je souhaite le dire et je souhaite donc vous faire cette proposition. Si pour vous il est trop difficile de procéder à cette baisse de façon généralisée pour les 5 ans qui viennent, alors faites-le simplement pour 2015, prenez cette bonne résolution pour 2015 et l'opposition sera à vos côtés si vous faites cet effort
de baisser de 10% et d'affecter à la fin de l'année 2015 le produit de cette baisse à une association ou des associations qui sont en difficulté, qui souffrent. Et je parle bien de 10% sur l'indemnité du maire, des adjoints et du conseiller délégué, exactement comme votre ami Bernard Covin l'a fait. Vous voyez parfois que la politique consiste à dépasser les clivages. Et sur ce point, je rejoins celui qui, pour autant, ne m'épargne pas à bien des égards dans le conseil de notre communauté urbaine. Voilà pour cette intervention. Okay. Juste deux éléments de réponse. S'il y a animation, notamment à travers la patinoire, c'est aussi parce qu'il y a un plateau. Et n'oublions pas qu'il y a eu des investissements conséquents qui ont été faits par la ville et qu'il y a une complémentarité des missions et des actions. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Sur la patinoire, je pense que nous sommes d'accord et je vois que les choses bougent. C'est-à-dire que nous avons toujours dit que c'était un équipement de bassin de vie et que c'est aux intercommunalités de ce bassin de vie de se fédérer pour définir quels sont les équipements qu'ils doivent financer en priorité. Et je sais que Benoît Rivet, notamment, est extrêmement active. En ce qui concerne la passerelle, on en a débattu. Pour nous, notre position, elle est arrêtée, elle est tranchée. La passerelle, c'est à la fois un projet urbain, c'est un projet économique, c'est un projet qui renforce l'image de la ville. C'est un choix politique que j'assume. C'est un choix politique que j'assume et que j'assumerai personnellement. Je considère que, et je l'ai dit lors du dernier conseil, cette passerelle, c'est véritablement la clé de voûte d'un projet global qui ne peut pas être dénaturé. En ce qui concerne son coût, c'est vrai que le coût dépasse les estimations initiales. Je peux vous dire à titre d'information, et vous avez sans doute bien regardé le budget, que la somme qui sera mobilisée complémentaire en 2015 ne sera de mémoire que de 52 000 €. Pourquoi ? Parce que nous avions par anticipation préfinancé, réservé les crédits qui étaient nécessaires à un éventuel dépassement, parce que nous savions déjà, il y a un an, avant les élections municipales, qu'il pouvait y avoir un risque de dépassement, qu'il pouvait y avoir. Donc, à ce titre, nous avions provisionné. En ce qui concerne les initiatives que les uns et les autres peuvent prendre à titre caritatif, moi j'en prends à titre personnel, et je suis prêt à le dire. Chacun est libre de faire cela. Chacun est libre de faire cela. Moi, je laisse les élus devant leurs responsabilités. Point à la ligne. Je laisse la parole à Benoît Rivet pour... Oui, merci Monsieur le maire. Quelques mots pour répondre aussi à Monsieur Marguerite et compléter vos propres propos. Effectivement, je crois que chacun et chacune d'entre nous se réjouissent de voir Cherbourg, Octeville et l'agglomération aussi animée en cette période de fête. Il y a longtemps que nous n'avions pas vu autant de monde. Effectivement, la patinoire, la luge et la mobilisation des commerçants participent à cette animation qui rend, je vous confirme, notre territoire attractif durant ces fêtes. Je voudrais aussi saluer, comme vous l'avez fait, la mobilisation des commerçants qui ont su se prendre en main et puis effectivement faire des propositions pour à la fois animer la ville et puis effectivement faire venir des acheteurs et des consommateurs dans leur commerce. On voit aussi le renouvellement des commerçants. C'est aussi une nouvelle génération avec d'autres idées et je crois que chacun d'entre nous peut s'en féliciter. Je voudrais également rappeler, comme vous l'avez fait, Monsieur le maire, qu'aujourd'hui nous connaissons cette animation parce que la communauté urbaine et la ville ont fait le choix au travers des grands travaux de renouvellement urbain de refaire cette place. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui confirme que nous avons bien fait de mobiliser plus de 5 millions d'euros pour rendre une place magnifique et ancrer l'agglomération et la ville-centre dans ce qui se fait aujourd'hui en France. Et cela prouve aussi que aujourd'hui les habitants souhaitent que cette place devienne un lieu d'animation régulier. Et je pense que nous aurons collectivement à travailler là-dessus pour animer aujourd'hui ce lieu à la fois pour le rendre plus beau et continuer à le faire vivre au quotidien. Sur la patinoire, Monsieur Marguerite, on a déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus. Je ne vais pas redire ce que je vous ai déjà dit. Par contre, je m'étais engagé à en parler au syndicat mixte du Cotentin, puisque je considère que c'est un outil à l'échelle du bassin de vie, donc à l'échelle du Cotentin, un outil qui doit être financé dans son exploitation et dans son financement initial par l'ensemble des collectivités du territoire. Je vois Michel Louiset qui siégeait avec moi à cette réunion. Nous avons porté avec Michel Louiset et avec d'autres ce débat.
Je suis en lien régulier avec les promoteurs du projet, notamment des anciens hockeyeurs, et je pense qu'ils seront reçus au bureau du syndicat mixte en janvier ou février pour avoir l'occasion de présenter aux autres élus du territoire ce que peut être un dossier de nouvelle patinoire en termes de force, d'opportunité, mais aussi d'inconvénients, puisqu'il faudra bien financer cet équipement. Voilà, donc le dossier est de fonctionnement. Donc le dossier est à l'étude, comme vous le savez, on vous le redit à chaque fois. Je comprends bien que vous surfiez sur le buzz actuel pour ramener ce dossier vers l'actualité, mais encore une fois, on ne peut pas confondre un élément d'animation dont chacun se félicite et un investissement aussi important. Et encore une fois, vous pouvez compter sur moi, et comme sur d'autres élus, pour porter ce débat au niveau où il doit être porté. Oui, Monsieur Houllegatte, je vous remercie tout d'abord d'avoir avoué au cher bourgeois Octevillé votre mensonge quant aux 2 millions d'euros, puisque vous saviez depuis plus d'un an que le coût de cette passerelle serait à plus de 4 millions d'euros. Et deuxièmement, attendez, Monsieur Houllegatte, je finis s'il vous plaît. Je voulais vous dire que vous avez essayé de répondre à toutes les questions posées par David Margueritte, sauf concernant celle de la réduction de vos indemnités. Alors je voulais savoir s'il y avait eu un malaise quant à cette intervention. Non. Alors, écoutez, Monsieur Sauter, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Je n'admets pas votre comportement. Je n'admets pas. Je le dis très franchement. Je n'admets pas votre comportement. J'estime que vos propos n'enrichissent pas le débat public. D'accord. Je souhaite qu'on puisse discuter sur le fond des dossiers. C'est sur le fond. Vous êtes à chaque fois sur la forme, vous êtes sur la posture, vous faites du buzz, vous êtes dans une position de tout rejeter systématiquement. Et je Excusez-moi, Monsieur Houllegatte, mais entre 2 et 4 millions d'euros, pour moi, ce n'est pas de la forme, mais bien du fond qu'il s'agit. Nous avions provisionné. Pourquoi ? Parce que nous savions que dans les premiers appels d'offres, il y avait des appels d'offres infructueux. Nous avions des sommes supplémentaires, et Michel Louiset souhaite apporter une réponse puisqu'il siège aussi au niveau de Port-Normand et associés. Et nous avons relancé les appels d'offres en modifiant, en espérant que le résultat serait conforme aux estimations initiales. Ça a toujours été notre objectif, sinon nous n'aurions pas relancé la consultation, puisque les premiers appels d'offres étaient de l'ordre de, je ne sais plus, 3 millions de travaux. Hein. On parle de travaux. Voilà, Michel, non ? Oui, absolument. Non, je crois qu'il faut... Et, vous savez, ce dossier-là, il a été lancé, en gros, il y a 4 ans. Nous avons lancé un concours. Quand je dis nous avons lancé un concours, c'est pas nous, ville de Cherbourg, ni nous, communauté urbaine. Nous avons lancé un concours, PNA a lancé un concours. Puisque nous sommes sur des travaux portuaires, et à ce titre-là, c'est PNA qui a la responsabilité de ces travaux. Et donc PNA a lancé un concours. Le jury a retenu un candidat et un projet. Et je trouve que le projet qui a été retenu était un bon projet, et d'ailleurs les compétences du lauréat ont été reconnues par ailleurs, puisqu'il a fait la passerelle de la Grande Bibliothèque, il a fait la passerelle du Mont-Saint-Michel, il a fait un certain nombre de beaux équipements tels que ceux-là, et donc nous étions partis sur l'estimation qui nous avait été fournie par le candidat lors du dossier de concours. Ensuite, une fois que le dossier a été jugé, que nous avons retenu le candidat, hein, le bureau d'études a travaillé sur le projet. Donc l'inscription dont on a toujours parlé, ce sont effectivement les 2 millions dont vous parlez actuellement, que le projet a été retravaillé par le cabinet et par les bureaux d'études, et là nous nous sommes rendus compte que le projet était plus important que l'estimation initiale. Donc, nous avons lancé un appel d'offres, et le résultat de l'appel d'offres, on vous en a parlé tout à l'heure, et nous n'avons pas accepté le prix tel qu'il nous était proposé, puisque le coût de travaux sur le premier appel d'offres était encore plus important que le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, PNA a lancé un deuxième appel d'offres, et au cours de ce deuxième appel d'offres, nous avons fait corps d'État par corps d'État. Et à ce titre-là, premièrement, ce sont des entreprises locales qui ont été retenues, ou quasiment que des entreprises locales qui ont été retenues pour travailler sur le projet. Et deuxièmement, on a économisé de l'ordre de 800 000 €
sur le projet tel qu'il vous a été présenté en financement lors d'un précédent conseil municipal. Alors oui, il y a toujours des évolutions entre un projet initial sur un concours d'architecte et le projet définitif. Une fois étudié, une fois qu'on a fait l'étude des sols, une fois qu'on sait qu'il va falloir aller chercher le rocher à telle profondeur, qu'il y a des fondations spéciales, que les négociations avec les pêcheurs nous disent qu'il faut un ponton spécifique pour la pêche. Donc tout ça, oui, ça fait partie de la concertation, ça fait partie du dossier d'APD, puisque c'est l'avant-projet définitif sur lequel a été lancée la consultation. Donc oui, il y a eu une évolution du prix, mais en 4 ans, et sur un projet qui, partant d'une estimation, est arrivé à un projet définitif. Et je considère que ce projet, non seulement aura un impact en matière de circulation piétonne, puisque c'est l'objet, mais il aura aussi un impact relativement important sur le fonctionnement portuaire. Et toutes les négociations que nous avons eues avec les professionnels nous permettent de penser que la pêche ne sera pas impliquée, que l'accueil des vieux gréements se fera dans de bonnes conditions, que les zones d'évitement ont été travaillées. Il y a eu un vrai travail en profondeur qui a été fait par PNA, et bien évidemment, ça se concrétise très certainement par des coûts supplémentaires, mais lorsque l'on construit un équipement comme celui-là, c'est comme celui qui a construit le pont tournant, eh bien on sait très bien qu'à la sortie, c'est 50 ans pour lequel il va falloir fonctionner. Donc moi, j'ai aucune inquiétude quant à ce projet. Je sais que c'est un projet fonctionnel, je sais que c'est un projet qui sera beau et qui remplira le rôle qu'on lui a toujours fixé, mais c'est pas nous qui l'avons fixé. C'est l'architecte, initialement, dans le cadre du projet d'aménagement du centre-ville et du centre commercial, qui a dit « Ne faites pas la bêtise de ne pas avoir une liaison piétonne entre le centre-ville et le centre commercial. » Eh bien, nous avons écouté, et je suis convaincu qu'à la sortie, le rendu de cet équipement sera à la hauteur de nos espérances. Monsieur Vivier. Oui, merci. Oui, vous essayez de nous faire croire que quand nous avons débattu de la passerelle à l'occasion des élections municipales, les électeurs n'avaient pas tous les éléments entre les mains et les informations. Oui, mais c'est faux. Parce que, non, je vais vous le montrer. Le coût pour la ville de la passerelle, nous l'avons vu au dernier conseil municipal, sera de 1 728 000 €. Au budget primitif 2012, les élus précédents, mais un certain nombre sont encore ici, y compris parmi vos groupes, le conseil municipal avait délibéré pour 250 000 €. En 2013, pour 519 000 € et en 2014, pour 907 923 €. Ce qui fait qu'au mois de décembre 2013, donc quelques mois avant les élections municipales, 1 677 000 € étaient déjà affectés à la passerelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en décision modificative, nous n'avons besoin d'ajouter que 52 000 € pour arriver au montant précis qui résulte des appels d'offres, alors même que nous savons maintenant, nous espérons fortement bénéficier de subventions de telle manière que, à l'issue du processus, le coût soit même inférieur à celui qui était prévu au BP 2014. Donc, soit vous n'avez pas suivi ce qui se passait avant, soit vous essayez de tromper. Non. Alors, écoutez, moi le premier point, c'est ça, je voudrais faire un rappel quand même, monsieur le maire, c'est que quand l'opposition prend la parole, prend la parole, nous aimerions que l'opposition soit respectée. Parce que, écoutez, vous êtes en train de démontrer le contraire. Vous êtes en train de démontrer le contraire. C'est que quand nous exprimons des arguments, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je comprends très bien que vous préférez une opposition qui ne dise rien, qui soit d'accord avec vous, qui soit béate devant vous. Ce n'est absolument pas notre façon de concevoir l'opposition. L'opposition, pour nous, elle doit porter la voix de celles et de ceux qui nous ont fait l'honneur de nous donner confiance, de nous leur donner leur confiance. Et c'est également de faire des propositions. Nous avons fait une proposition, vous l'avez écartée, très bien. Je n'avais pas l'intention de relancer le débat sur la passerelle. J'ai simplement voulu, ici, devant le conseil municipal, dire qu'il y avait une mobilisation qui était engagée par le groupe de l'opposition, retrouvé Sherbrooke Octeville, que cette mobilisation fonctionne et que, dans ces conditions, nous vous demandons non pas
aujourd'hui de dire j'arrête la passerelle, nous vous demandons, et vous ne répondez pas sur le fond, un référendum local, considérant qu'en effet, les chers bourgeois octevillais n'ont pas pu trancher en mars dernier sur le cours réel. On peut discuter dans tous les sens. Quand M. Houllegatte et moi, nous nous sommes retrouvés dans les débats, filmés à la télévision ou à la radio, et quand je disais à M. Houllegatte, le coût de la passerelle initiale était à 2,2, il va déraper. M. Houllegatte me disait pas du tout. Chacun peut visionner les débats. Chacun peut dire, c'est en effet, qui a raison, qui a tort devant nous. Les débats, ils ont été filmés, enregistrés. Chacun, les chers bourgeois octevillais pourront s'y référer, pourra mesurer que ce que nous disons quand nous disons que le coût a explosé, que c'est une réalité. Alors bien sûr, Monsieur Louiset, vous avez raison, on peut dire qu'il y a des imprévus, il y a des avenants, que tout n'a pas été prévu et que tout n'a pas pu être prévu, bien sûr. Sauf que la campagne électorale, elle s'est faite avec une passerelle à 2,2 millions, elle ne s'est pas faite avec une passerelle à plus de 4 millions d'euros, encore une fois. On peut être pour, on peut être contre, mais on doit se respecter. Vous n'avez pas à dire à mes collègues, à Pierre Sauter en l'occurrence, comment il doit se comporter ou ne pas se comporter. Non, vous n'avez pas à le faire, je suis désolé. Il a le droit de s'exprimer en tant qu'élu de l'opposition comme il l'entend. Vous n'avez pas à lui l'invectiver comme vous le faites. Nous avons, et je voudrais terminer par là, une légitimité. Cette légitimité, ce sont les électeurs qui nous l'ont donnée. Et le seul compte que nous ayons à rendre, c'est aux électeurs et aux électrices qui nous ont apporté leur confiance. Voilà ce que je voulais vous dire. Et que je souhaiterais qu'à l'avenir, nos séances puissent se passer de façon sereine. Et pour qu'elles se passent de façon sereine, je vous invite à vous inspirer de ce qui se passe à la communauté urbaine, où les débats est serein, puisque lorsque nous prenons la parole, nous ne sommes pas invectivés à une exception près. C'est vrai, il n'est pas ici Bernard Covin. C'est la seule exception. Lorsque nous prenons la parole, nous pouvons nous exprimer, aller au bout d'un raisonnement, sans que le président de séance nous coupe la parole, sans que des membres de la majorité nous invectivent. Et nous souhaiterions que ça puisse se passer de la même manière ici, dans cette instance. Excusez-moi, mais pardon. Moi, je veux bien que vous avez dit beaucoup de choses qui sont. Vous parlez de ce qu'on doit à nos électeurs. On leur doit la même chose. Il n'y a pas de ce point de vue-là à nos administrés. Mais je crois qu'on est dans une instance ici où la moindre des choses est de se respecter. Or, pardon, mais M. Sauter, quand il s'adresse au maire en le traitant de menteur, on n'est pas dans le respect. On n'est pas dans le respect. Non, c'est ce que vous avez dit, M. Sauter. Vous avez dit le mensonge de M. le maire. Donc je pense qu'on n'est pas dans le respect, là. Donc le respect, on le souhaite tous. Nous sommes ici dans une instance où on se doit de se respecter. Nous sommes des élus. Nous avons été élus de l'opposition, de la majorité. Mais la moindre des choses, c'est que quand on s'adresse aux uns et aux autres, on le fait effectivement avec du respect. Et je pense que, de ce point de vue-là, vous rendiriez en adressant vos excuses à M. le maire sur l'interpellation que vous avez faite, qui a été particulièrement violente. Oui, nous parlons de respect. Et moi, j'ai été choquée par deux choses là, dans votre intervention. D'abord, par la notion de folie budgétaire. Alors, vous avez déjà évoqué la folie budgétaire à propos de la passerelle. Donc, cet après-midi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y avait dans leur programme ? J'ai repris le programme pendant les élections et j'ai vu des promesses très fortes qui étaient faites également en termes d'équipement, puisque vous promettiez non seulement la patinoire, mais également une salle de spectacle de type Zénith. Salle de spectacle de type Zénith. Ah, c'est ce que j'ai lu dans le... Et le déplacement de la criée et d'autres investissements multiples. La patinoire, nous savons que c'est un coût d'investissement d'au moins 8 millions d'euros. Nous savons que c'est un coût de fonctionnement d'au moins 400 000 euros. Une salle de spectacle, aujourd'hui, on ne peut pas en faire. On ne peut pas en construire à moins de 10 à 20 millions d'euros et les coûts de fonctionnement sont considérables. Alors, ça n'était peut-être pas un Zénith, mais une salle de spectacle, ce sont des coûts de construction et de fonctionnement considérables, avec la nécessité d'avoir énormément de public pour pouvoir les rentabiliser. Donc il me semble qu'il y avait aussi des propositions qui engageaient des budgets très conséquents. Je n'irai pas jusqu'à parler de folie budgétaire parce que je ne voudrais pas porter un jugement irrespectueux sur ce que vous proposiez. Par ailleurs, vous parlez des indemnités. Et quand vous parlez des indemnités, quel est le sous-entendu ? Le sous-entendu, il est très clair. Le sous-entendu, c'est que nous sommes des élus
profiteur. Le sous-entendu, c'est que, comme beaucoup, bien sûr, nous avons des indemnités très conséquentes qui nous permettent de vivre de manière, alors je ne sais pas moi, très très aisée. La réalité est tout autre. Alors bien sûr, les situations peuvent être très différentes de l'un à l'autre, mais la situation est tout autre. Pour être élu, et nous ne sommes pas tous retraités avec déjà des retraites très conséquentes, nous sommes en activité et nous devons renoncer à une partie de nos activités professionnelles pour pouvoir mener à bien nos activités d'élus. Je travaille personnellement à mi-temps, donc je perds la moitié de mon salaire et il se trouve que l'indemnité d'élu me permet en effet d'obtenir la même chose, d'avoir en revenu la même chose que si je travaillais à plein temps. Est-ce scandaleux? Je suis heurtée profondément par cette accusation et par ce sous-entendu qui, ici, fait croire à nos administrés que nous sommes des profiteurs. Nous passons un temps fou pour nos fonctions d'élus. Nous sommes passionnés par nos fonctions d'élus, nous y passons un temps fou, nous ne méritons pas ce genre d'accusation. Nous vivons tout simplement comme tous les administrés de la ville. On va peut-être mettre un terme, on ne va pas refaire la campagne des élections municipales. Ce que je voudrais simplement dire, parce que vous parliez de forte mobilisation sur les réseaux sociaux, simplement à titre personnel, je me suis retrouvé adhérent, si on peut dire, à l'association Non à la passerelle ou au blog Non à la passerelle, à mon insu, et je pense ne pas être le seul. Simplement, je voulais dire ça. Alors, juste, vous pouvez quitter le groupe. J'informe que je me suis désinscrit. Voilà, donc vous n'êtes pas comptabilisé. Sur les indemnités, très brièvement, il n'y a aucune accusation dans ce que nous avons dit. Aucune accusation. Et je ne peux pas non plus tolérer ce que vous disiez ça et nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Il n'est absolument pas question de ça. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que la majorité Cœur de Villesse que vous soutenez est exactement là-dedans, dans l'accusation vis-à-vis des élus. Je dis simplement de vous inspirer de ce que font vos collègues des Cœurs de Ville. Je ne vois pas où est l'accusation. Puisque Cœur de Ville le fait, peut-être que Cherbourg pourrait le faire. Je ne dis pas que les élus sont dans le profit. Nous savons de ce dont il s'agit, que l'engagement public est grand, que l'engagement public est noble, lorsqu'il est fait avec son cœur et lorsqu'il est fondé sur les sacrifices personnels et professionnels. Ce n'est pas du tout l'enjeu, et vous ne pouvez pas nous faire ce procès-là. Nous ne pouvons pas l'accepter, puisque précisément, j'ai pris le soin de m'appuyer sur un exemple de vos amis politiques à vous, et j'ai pris l'exemple de la personnalité qui m'attaque le plus, qui m'agresse le plus en communauté urbaine, qui tient des propos absolument abjects à mon égard, et qui pour autant, sur ce point, a pris une bonne initiative. Je vous proposais simplement de prendre cette initiative et de, avec le profit, pour le coup, qui aurait été retiré de la somme d'argent économisée, de le donner à des associations qui sont en difficulté. Parce qu'un élu, il fait en effet beaucoup de sacrifices, mais je crois aussi qu'un élu, il doit montrer l'exemple lorsque cet élu demande des efforts à l'ensemble de sa population, ce que vous faites, avec évidemment les contraintes budgétaires qui sont les vôtres, compte tenu du gouvernement que vous soutenez et de la purge qu'il inflige. Sur notre projet, je ne referai pas la campagne municipale. Je voudrais juste vous inviter à le lire dans le détail, notre projet. Il comportait un volet communauté urbaine, un communauté ville. Il proposait une vision à 10 ans, à 15 ans sur nos priorités, sur nos investissements, ce projet. En effet, il était radicalement différent du vôtre. Radicalement différent. Il n'y aurait pas eu la passerelle avec nous, mais il y aurait eu des équipements de qualité. Il y aurait eu une autre vision pour notre ville. Et je ne veux pas refaire le débat de la campagne, mais je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. D'ailleurs, ce que vous dites, on a eu un débat sérieux pendant les élections municipales. Et jamais, monsieur le maire ne s'est laissé aller à ce genre d'attaque sournoise. Voilà, moi je voulais simplement dire ça. Sur les indemnités, c'est très clair. Et pour le reste, le respect, faisons le pari du respect. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que lorsque oui, voilà, par exemple, Madame Gentil, que lorsque l'opposition s'exprime, je voudrais éviter ce genre de ricanement. Je voudrais éviter ce genre de haussement de sourcils comme le fait M. Bernard en permanence. Je voudrais éviter cela. Je voudrais que vous qui êtes des adjoints de la majorité, vous puissiez, lorsque nous nous exprimons, nous écouter avec respect. Parce que ça passe d'abord par cela, la démocratie. Oui, mais entendez-le, vous aussi. Monsieur Le Jamtel, j'ai des demandes de parole et puis on va... Oui, je me rappelle qu'il avait été question de travailler sur le statut de l'élu, que ça a été dit dès le début des mandats du mois de mars. Bon, je pense que c'est un sujet qui doit quand même être remis sur la table. Moi, je voudrais faire
Ce qui est clair, c'est que la professionnalisation de la classe politique est une réalité. Et ça, on ne peut que le constater et le déplorer. Il y a effectivement une professionnalisation de la classe politique depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, peut-être depuis plus, et que la professionnalisation de la classe politique est un des problèmes démocratiques qui est posé. Les réponses qui sont apportées peuvent relever de la question du cumul des mandats, et donc de ne pas être dans un cumul des mandats. La question est de savoir comment on retourne en activité professionnelle quand on est élu. Donc c'est la circulation entre l'élu et puis le citoyen, le salarié. Toutes ces questions-là, on peut quand même considérer qu'en France, ça n'avance pas très vite. Il suffit de regarder la composition sociale de l'Assemblée nationale. Voilà, donc je crois que sur ce sujet-là, il n'y a pas de réponse simple. Parce que, de fait, il y a des inégalités salariales, y compris du point de vue, enfin, c'est pas salarial, mais il y a des inégalités de fait du côté des élus. Parce que entre un élu qui cumule un certain nombre de mandats et un élu qui, de fait, professionnellement se retrouve à faire des aménagements de son activité professionnelle pour exercer un mandat, les situations ne sont pas du tout les mêmes. Le travail sur le statut de l'élu devrait permettre à un moment donné de mettre sur la table un certain nombre de pesanteurs qui demeurent et de sortir par le haut, parce que la question du renouvellement démocratique et de la vitalité démocratique est quand même un enjeu majeur des 15 prochaines années. J'en reste là. Ok. Parfait. Monsieur Catherine, et puis on va en rester là. Oui, non, je voudrais simplement dire à l'opposition que ce qui ne me rassure pas du tout, c'est que vous êtes toujours dans la division. Vous essayez toujours de diviser sur les dossiers, etc., les citoyens les uns aux autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. Et je pense que la place de Gaulle est un exemple. Aujourd'hui, les gens viennent sur la place de Gaulle. Les gens sont heureux de faire la fête sur la place de Gaulle. Elle a été beaucoup critiquée, la place de Gaulle. Elle a été beaucoup critiquée. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un lieu où les gens aiment faire la fête. Et là, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la division. Hein. Je sais que dans 3 mois, il va y avoir d'autres élections. Hein, mais je pense que ce n'est pas au conseil municipal qu'on réglera ce problème-là. Il y aura le temps de la campagne, et vous aurez tout le loisir pour vous exprimer. Voilà. Nous, on est plutôt dans le rassemblement. Mais si, on est plutôt dans le rassemblement, et je pense qu'on le prouve, et on vous le prouvera. Voilà. Ouais. Lydia. Oui, je suis estomaquée par votre capacité à retourner les choses. Mais vraiment estomaquée. Je ne comprends pas ce fonctionnement psychologique. Vous nous attaquez et à chaque fois vous répondez en disant « vous, mais c'est vous qui nous attaquez, c'est vous qui êtes sournois, c'est vous. » Mais non, absolument pas. Est-ce que nous devons vous rappeler toutes les fois au conseil municipal où nous vous avons vu ricaner également quand l'un ou l'autre faisait ses présentations? Enfin, ici, ça n'est pas sérieux. Vous avez une attitude qui est celle que nous constatons tous. Vous ne pouvez pas retourner cette accusation sur nous lorsque nous sommes tellement estomaqués qu'en effet, il ne nous reste plus que le haussement de sourcils pour réagir. Et c'est, je crois, quelque chose de tout à fait convenable.